que l'on développe. J'espère que vous voyez bien mon écran. Christophe, si vous pouvez me dire, tout va Oui, bien? je le vois. Voilà, c'est parfait. Là, maintenant, OK. Donc, du coup, merci encore. L'idée de la présentation, c'est essayer de développer, de démontrer en fait les approches interdisciplinaires que l'on développe, parce que les questions portuaires en sont des questions évidemment éminemment interdisciplinaires. Elles se posent aussi dans des régions spécifiques, sur des sites spécifiques, et donc avec l'ensemble de nos socio-écosystèmes. Et donc, c'est vraiment les sciences, une approche interdisciplinaire comme le fait aujourd'hui l'Institut de l'Océan qui a développé pour se poser les questions portuaires notamment et les questions sur l'océan. Donc, je vais commencer par l'observatoire que Christophe a mentionné. Qu'est-ce que sont ces observatoires au milieu? Ce sont des outils en fait créés par le CNRS, et le CNRS, Institut national L'Institut d'écologie et d'environnement du CNRS. C'est un concept où nous, on met en place effectivement un dispositif de recherche qui a pour but l'analyse et la compréhension des écosystèmes qu'on appelle anthropisés, très artificialisés et aussi très complexes en fait. On essaye effectivement dans ce contexte où l'homme interagit fortement évidemment avec la géosphère et la biosphère à faire des analyses et considérer en fait l'ensemble du système comme un système unique que l'on va appréhender avec tout ce que les champs de l'écologie globale, c'est-à-dire une interdisciplinarité relativement large. Alors, le petit schéma en bas, c'est un peu la base, l'une des bases conceptuelles de ces observatoires, c'est qu'on identifie un événement que l'on peut qualifier dans l'espace et dans le temps, qui va potentiellement perturber l'ensemble du socio-écosystème. Et à partir de cet événement, on essaye de développer des approches rétrogrades et de projection, effectivement, pour essayer de voir les dynamiques évolutives du socio-écosystème. C'est pour faire simple, je finis là-dessus sur ce observatoire. Donc, il y en a 13 nationaux et internationaux à l'heure actuelle. Il y en a plusieurs qui concernent les thématiques littorales et les thématiques océaniques. Et je vais donner un exemple qui est relativement simple et qui illustre bien. C'est l'observatoire Oyapock, qui est la construction d'un pont entre la Guyane et le Brésil. Avant, entre guillemets, il n'y a pas ce pont, et après, il y a ce pont, et donc l'ensemble, évidemment, du transport et de la biodiversité. Et donc, l'ensemble du socio-écosystème est modifié. Donc, nous, on a été créé en 2016 pour regarder notamment les développements d'un complexe urbano-portuaire dans ce contexte insulaire des petites Antilles. Et donc, dans un plan plus large, en fait, c'est à partir des années 2010, on a une accélération des dynamiques urbano-portuaires dans une perspective de développement durable. Et nous, à l'intérieur de ces évolutions, on essaye d'approcher différentes thématiques clés que j'ai mentionnées ici, qui sont l'écosystème ville-port, la circulation et la représentation des savoirs maritimes, la gestion collective de la biodiversité, la résilience des écosystèmes, bien sûr, et essayer de modéliser ces évolutions du socio-écosystème. Et donc, c'est vraiment cette approche un petit peu globalisante, en fait, que l'on essaye de développer. Et comme vous allez le voir par la suite, du coup, on fait plein de petites choses qui ont pour but d'interagir les unes avec les autres, et certaines sont plus avancées que d'autres. Je vais rester effectivement sur des éléments de contexte, que c'est l'extension du grand port maritime de Guadeloupe, et pour aussi présenter le site en fait, d'études et d'évolution. Juste pour redonner quelques petits points, alors ça c'est de la Guadeloupe, c'est assez général, c'est que c'est un archipel constitué de plusieurs îles, relativement peu peuplé, on est à 380 000 habitants. Il faut savoir effectivement que je voulais juste mentionner le taux de chômage qui est relativement important en Guadeloupe. Je dis ça, c'était pour donner quelques composantes en fait, et les composantes économiques sont évidemment fondamentales à prendre en considération si on veut regarder les trajectoires globales. Et donc les activités sont, comme vous le savez, le tourisme, l'agroalimentaire et notamment la plaisance. Et donc du coup, en Guadeloupe, il y a deux grosses infrastructures de transport qui sont évidemment un aéroport international, le Guadeloupe-Port-Caraïbes, qui avec environ 2,5 millions de passagers
chaque année, en fait, c'est vrai pour 2019, avec 2020, évidemment, la crise du Covid, une perte de près de 50% du trafic de passagers, et le grand port maritime, qui est responsable de près, ça a été mentionné avant, près de 90% ou 95% des échanges de marchandises entre la Guadeloupe et évidemment le reste des territoires. Et donc, il a un rôle effectivement particulièrement majeur dans l'écosystème guadeloupéen et donc évidemment dans cet écosystème insulaire. Donc, le grand port, c'est quoi? Il y a 5 infrastructures, celles qui sont localisées autour de Pointe-à-Pitre et de Jarry, qui sont au centre, effectivement, ici de la carte, entre Basse-Terre et la Grande-Terre, donc les 2 grandes îles de la Guadeloupe, et aussi des structures à Basse-Terre, ainsi qu'à Florence-sur-Marie-Galante. Là, c'est une représentation un peu élargie de Jarry et Pointe-à-Pitre, avec 3 structures qui sont présentes ici en noir sombre par rapport au reste. La mer est en blanc ici. Donc, le grand port industriel et commercial à gauche de Jarry, le trafic de passagers qui est plutôt sur Pointe-à-Pitre et la Croisière, et un port de plaisance juste à côté de l'université en bas à droite sur votre écran. Et donc, du coup, pour revenir sur ce grand port et par rapport aux faits structurants, en fait, bon, il est devenu par décret, il est devenu grand port maritime au 1er janvier 2013 comme d'autres grands ports. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, par rapport aux autres ports des Outre-mer, et ça, c'est les chiffres de la Cour des comptes de cette année, les engagements et les investissements qui ont été faits en Guadeloupe sont particulièrement importants si l'on compare effectivement aux autres grands ports de l'outre-mer, où on a près de plus de 180 millions d'euros qui ont été investis au niveau portuaire. Et donc, le port a eu des désirs d'expansion particulièrement importants à ce moment-là. Et donc, ce qu'il a fait parmi effectivement ces évolutions récentes, ça a été une grande période de dragage en 2015-2016 pour favoriser évidemment l'accès au quai. Et donc, on voit ici les dragues qui ont été utilisées sur la carte en haut à gauche avec les zones de clapage. Et donc, se pose effectivement dès le début en fait, des questions évidemment environnementales avec 7 millions de mètres cubes qui ont été dragués, qui ont été évidemment relargués au large. Le dragage a encore été complété effectivement par d'autres travaux de dragage qui ont eu lieu du même chenal, qui ont eu lieu en 2019. Et récemment aussi, effectivement, une évolution avec l'installation de nouveaux portiques. Et donc, pourquoi ces dragages et ces portiques avec une dimension importante? C'est aussi effectivement pour pouvoir avoir des sites d'accueil portuaire plus importants. Et donc, ça, c'est les évolutions du terminal de Jarry, avec en haut la situation actuelle et en bas, donc c'est des images du grand port de Guadeloupe, la construction de nouveaux quais, en fait, qui sont les zones d'extension qui sont en bas. L'un des buts, évidemment, de ces extensions portuaires, c'est pouvoir effectivement accueillir des bateaux d'une classe évidemment différente. Et dans le contexte caribéen, c'est effectivement pouvoir constituer, pas forcément un nouveau voie d'entrée des grandes routes maritimes de la Caraïbe. Ici, quelques chiffres. Le port de Guadeloupe, c'est le 12e port de France. Il y a environ 300 ports globalement dans la Caraïbe. Et par rapport évidemment à ces grands ports de la Caraïbe, on est les EVP, c'est les équivalents 20 pieds qui ont été mentionnés, donc c'est les conteneurs. Au Panama, on est entre 4 et 3 millions de VP par an. Et effectivement, la Guadeloupe, la Martinique, c'est environ 230 000 EVP qui arrivent effectivement par an. L'idée du grand port, c'est de devenir un hub et pouvoir accueillir des bateaux de classe évidemment plus importante, avec des tirants d'eau plus importants et des dimensions plus importantes, ça a été mentionné juste avant. Donc, notamment, évidemment, dans cette perspective et ces évolutions du canal de Panama, qui correspond à 3 à 5% du commerce mondial. Et comme vous le savez, en 2016, le canal de Panama a vu effectivement ces canaux étendus avec des possibilités d'accueillir des plus gros bateaux. Et donc, dès cette époque, et bien avant, évidemment, le grand port de Guadeloupe avait comme stratégie de pouvoir effectivement se placer
comme un hub, et notamment de transbordement, évidemment, dans un contexte de la Caraïbe. Donc, à part ces projets d'extension portuaire que je viens de mentionner, il y a aujourd'hui un grand projet de modification et d'extension du port, un projet qui s'appelle le projet Carioca B, qui est notamment améliorer les services, notamment pour la croisière, qui est une activité très importante dans la région de la Caraïbe. Donc, ça étant dit, essayant de replacer effectivement les différents types d'extensions portuaires qui sont réalisées et qui sont en train d'être mises en place. C'était juste pour rappeler, puisque je suis quand même écologue de formation, où se trouve ce grand port et dans quel socio-écosystème il se trouve. Donc, on est ici donc, au cœur évidemment de la Guadeloupe, entre les deux grandes îles. Environ 26% de la population est concentrée effectivement dans cette région autour de Pointe-à-Pitre. Ça correspond à près de 40% des établissements de commerce, 50% de l'emploi de la Guadeloupe, et avec une grande zone d'activité qui est la zone de Jarry, qui est la troisième plus grande zone d'activité de France. On est évidemment dans une zone densément peuplée et avec une économie forte, qui est aussi une zone particulièrement importante en termes d'écologie, avec la présence d'écosystèmes emblématiques, donc coraux, récifs, herbiers, des zones de cœur de parc national, sont notamment la zone entourée en haut avec le petit cercle vert, et quelques zones évidemment de sites patrimoniaux. Et donc, c'est à l'intérieur de cet ensemble que les développements portuaires doivent se faire et se font effectivement en interaction avec différents types d'acteurs et différents types de structures. Donc, nous, dans ce contexte, on a essayé de, comme je le disais tout à l'heure, approcher cette question portuaire avec une approche un peu large et aussi le plus interdisciplinaire possible. Et donc, l'une des choses qui ont été faites, alors je vais remercier tous mes collègues, puisque c'est évidemment essentiellement leurs travaux, c'était reconstruire une géohistoire portuaire en partant évidemment de cartes et de données iconographiques les plus anciennes qu'on pouvait avoir pour retracer l'évolution de ce grand pont. On voit ici deux images, à gauche 1970, au côté de Jarry, avant qu'il y ait ces terminaux, et puis la ville de Pointe-à-Pitre en 1827. Et donc, c'est ce travail-là qui a été fait par des collègues pour pouvoir proposer une carte narrative de l'évolution de l'emprise portuaire entre la fin du XVIIe siècle et aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer, là, il y a les collègues qui sont mentionnés ici qui ont fait tout ce travail. Et donc, je vais vous faire quelques illustrations de ces jolis travaux, donc en repartant évidemment des cartes les plus anciennes qu'on ait, XVIIe siècle, le petit cul-de-sac marin, Pointe-à-Pitre est là sans être là. Et donc, on va retracer effectivement les évolutions en quelques cartes. Et donc, ils sont repartis de toute l'iconographie qu'on a pu potentiellement trouver pour proposer effectivement des cartes et des idées de l'évolution de la région d'études et de cette région d'expansion portuaire. Alors ici, c'est 1700, le XVIIIe siècle, 1765, 1780, modification des quais au niveau de Pointe-à-Pitre, en fait, au niveau de la ville, la région bleue. Ces quais ont été étendus, 1780-1843, quelques images qui attestent de ces expansions, des modifications, comme évidemment l'usine d'Arbousier, en fait, qui était là pour travailler la canne à sucre, d'autres évolutions portuaires au début du siècle, enfin, du siècle dernier, jusqu'aux années 50, puis encore d'autres évolutions portuaires, je vais passer un peu vite, pour effectivement voir ici l'implantation en face au niveau de cette zone qui est aujourd'hui appelée la zone de Jarry-Blimao. Et donc, à chaque fois, on a essayé de retracer ces évolutions et puis essayer de les comprendre, de les illustrer dans un contexte assez général. Et ce qui nous permet de proposer des cartes, comme on voit ici, qui évoluent toutes seules, qui sont l'évolution de l'emprise portuaire. Il y a la date qui défile en tout petit sur la gauche de 1840 à aujourd'hui. Et donc, on voit effectivement l'évolution de ces emprises, on peut l'apprécier dans l'histoire de l'évolution de la ville. Donc, ça nous permet de comprendre ces
ce contexte d'extension, en fait, hein. Est-ce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'était différent ou très différent ou moins différent que ce qu'il y avait avant? Et on voit effectivement les différentes évolutions avec la courbe de Pointe-à-Pitre qui n'a pas trop bougé sur son évolution, la marina qui apparaît dans les années 67, et puis Jarry, et puis le terrestre et le marin qui évoluent de façon particulièrement importante, et notamment depuis les années 60. Et donc, on essaye de replacer avec la courbe sur la fin, sur à quoi ressemblent ces évolutions aujourd'hui dans ce contexte. On est ici, comme vous le savez, j'ai parlé de Jarry, de Pointe-à-Pitre, et donc on regarde effectivement ces évolutions portuaires au regard de l'évolution de la ville, puisque ici tout est relativement intégré. Donc il y a un travail qui a été fait pour essayer de, là encore, reprendre ces histoires d'évolution du port et d'évolution de la ville, essayer de voir l'évolution, globalement une évolution du paysage dans ce contexte urbano-portuaire. Donc ça, c'est une série de travaux qui a été fait par nos collègues géographes et historiens notamment. L'autre série de travaux que l'on développe aujourd'hui, qui est sur l'étude du trafic maritime dans la Caraïbe de manière globale. Alors là, je vais illustrer en fait les premiers travaux qu'on a fait. Ça a été mentionné, donc c'est sur l'ensemble de la Caraïbe. C'est des travaux réalisés essentiellement par Damien Le Guyader, en fait, hein, qui à Brest. Notre ami Yoann Lebert et Eric Foulquier, qui sont deux géographes là encore à Brest. L'idée, c'est de regarder les dynamiques en fait, des trajectoires et l'évolution des trajectoires dans l'ensemble de la Caraïbe. Et cette carte illustre l'indice de qualité des données. Parce que beaucoup de monde se sert de l'AIS de façon un peu générale, mais on a essayé de regarder la qualité en fait, de ces données et donc la qualité de ces trajectoires. Et ça, c'est un indice en 2015. On a fait la même chose en 2019, en fait, et les données que l'on a effectivement de 2019 sont de qualité bien meilleure. Et ce qui était assez important pour nous, c'est l'appréciation de qualité, c'est si on veut retracer évidemment l'histoire et puis l'évolution des dynamiques portuaires, il faut effectivement savoir et avoir une appréciation juste, ce qui n'est pas forcément toujours fait, de la qualité réelle en fait, des données qu'on utilise. Donc, on est parti sur ces données de trajectoire, on est parti aussi sur des données de bases de données de bateaux, notamment l'IHS Market. Et donc, on utilise ces bases de données de bateaux qu'on a encore filtré. On a gardé environ 14 700 navires qu'on a mis en 48 types différents pour essayer de reconstruire l'évolution encore des trajectoires de ces différents types de navires à différents degrés en fait, spatial et aussi en termes d'usage de ces différents navires. Donc ça, là encore, c'est quelques cartes illustratives. Et donc ça, c'est les cargos en 2015. Donc c'est 7764 navires. Les couleurs, c'est des densités. Alors, c'est des densités de trajectoires qui ont été faites. C'est des kilomètres par kilomètre carré. On ne compte pas les bateaux, on compte effectivement les distances parcourues par unité de surface. Et on voit ici les grandes routes maritimes à l'échelle de l'ensemble de la région Caraïbe en 2015 pour les cargos. Et là, c'est la même carte en 2019 pour les cargos. Je l'ai montré ou mentionné tout à l'heure, la détermination des indices de qualité, la variation évidemment des qualités ne permet pas de directement apprécier l'évolution des trajectoires, mais on arrive à voir ponctuellement de l'information sur l'évolution de ces dynamiques au cours du temps à l'échelle de l'ensemble de Caraïbes. Là, c'est juste illustratif, c'était le trafic de passagers. Et pour montrer évidemment que les routes sont très différentes, ça concerne notamment la croisière, et donc ça illustre bien effectivement la croisière le long des Caraïbes et notamment en bas à droite, le long des petites Antilles de la Guadeloupe et de la Martinique. Et donc, on essaye de mettre en place des indices en fait, de qualité et puis d'évolution des trajectoires avec des points chauds où effectivement, on a des modifications importantes de la densité de passage. Ça, c'est un exemple, en fait, et à l'échelle de la Guadeloupe. Et donc, ça, c'est les dragues. Et donc, je vous ai dit, en 2015-2016, effectivement, il y a eu tous les travaux de dragage qui ont été faits, enfin, une grande partie des travaux de dragage. Et on voit ici, effectivement, particulièrement bien ces travaux de dragage avec les zones
de prélèvement et les zones de clapage, on peut arriver à faire de l'analyse relativement fine de la densité effectivement des navires et puis de la densité des trajectoires, où c'est qu'ils vont, où c'est que sont faits les dépôts et où c'est que sont faits les clapages en mer. Et donc, à l'échelle effectivement de l'île, c'est particulièrement important pour nous d'apprécier à une échelle un petit peu plus fine et donc de désagréger ces données massives d'AIS. Donc ça, c'était donc un pan, en fait, on a essayé l'histoire effectivement du port, essayer de comprendre l'évolution et les dynamiques du trafic maritime. Et on va essayer d'illustrer là quelques données que l'on a fait pour essayer de comprendre quelle est la pression en fait exercée par ce trafic maritime, et notamment sur la question des mammifères marins. Et ça, c'est des travaux de collègues, je vais malheureusement pas forcément citer tout de suite, mais je citerai, j'espère, tout à l'heure. Et là encore, pour le replacer. Donc, cette carte réalisée montre effectivement l'ensemble des aires marines protégées en rose dans la Caraïbe et superposer les principales voies maritimes. Et donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a interférence, non-interférence, stratégie d'évitement ou pas, entre les zones qui sont protégées et puis les zones où il y a les grands trafics maritimes. À cette échelle-là, c'est difficile de dire oui, non, et la réponse est effectivement non. Il n'y a pas de, enfin, ce que nous on a pu observer, il n'y a pas de, pour l'instant, de stratégie effectivement mise en place de modification des voies maritimes et de la présence d'une aire marine protégée. Donc maintenant, on va ramener ça à l'échelle de l'AGOA. Donc, vous voyez en bas à droite donc, le sanctuaire AGOA, sur lequel je vais revenir, et donc l'archipel de la Guadeloupe en haut, puis l'archipel de la Martinique en bas. D'accord. Et donc, je vais vous parler effectivement d'analyses réalisées au sein de ce sanctuaire AGOA, qui est représenté ici sur cette carte. On voit la Guadeloupe. Donc, le sanctuaire AGOA, c'est un sanctuaire pour les mammifères marins. Ça fait 143 000 km². Il y a environ 20-25 espèces de mammifères en fait, qui ont été répertoriées à l'intérieur. Et donc, ça va évidemment des dauphins aux baleines à bosse. Et ici, des illustrations de collègues. Et je voulais remercier d'ONG en fait, qui font le travail du whale watching, qui nous ont prêté ces données et ces images. Et l'idée, effectivement, donc on a ici des données d'observatoire, en fait, c'est des données de sciences participatives. Donc, chaque point est l'observation sur une année de cétacés à l'intérieur de ce sanctuaire, et on voit effectivement leur position, qui est forcément en partie biaisée avec, évidemment, où c'est que les gens vont emmener les personnes pour faire de ce whale watching, mais on a une idée de la distribution, moi en partie, des cétacés au sein du sanctuaire et autour de la chapelle de la Guadeloupe. Et donc, c'est ce que je disais, en fait, je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est à une échelle réduite, c'est l'ensemble du trafic observé au sein du sanctuaire autour de Pointe-à-Pitre et de Marie-Galante. Et l'on sait évidemment, et ça a été montré par d'autres, que le trafic maritime entraîne différents types de pressions. Pressions sur les mammifères qui sont de l'ordre de la perte de modification jusqu'à la perte de l'audition, des pressions en termes de collision, en stress physiologique ou de modification du comportement. Et notre idée, c'est de travailler sur ces données pour potentiellement prédire des zones sensibles et puis des zones d'interférence potentielles entre les mammifères et le trafic maritime. Là, je vais vous donner quelques illustrations, en fait, pour aussi remercier nos collègues des différentes ONG qui font de la protection des mammifères marins. Et donc, on a pu analyser des données d'observation. Et sur une période d'entre 2000 et 2019, on a pu créer une base de données avec 4704, pour être précis, données d'observation sur lesquelles on a des indices de qualité et qui ont été filtrés en fait pour effectivement une base de données qu'on a rendue publique en fait, où on peut effectivement avoir accès à l'information de où sont les mammifères marins et quelles sont la diversité. Et on voit ici sur le graphe la période dans laquelle on voit principalement ces mammifères qui sont
du mois de janvier au mois de mai, où il y a notamment la baleine à bosse, qui sont les données en rouge, qui sont particulièrement présentes autour de l'archipel. Donc ça illustre pas grand-chose, c'est des cartes de superposition entre des données d'observation de mammifères et des cartes, donc des données de trafic maritime, qui ont été superposées les données d'observation du trafic de cargo au cours de l'année, pour voir effectivement les zones potentielles, comme je l'ai déjà dit, entre le trafic maritime et puis l'impact potentiel sur les mammifères marins. Donc, à partir de ces données, on a essayé d'aller un petit peu plus loin avec des données qui sont aujourd'hui soumises pour essayer de faire une analyse de ces pressions que peut entraîner le trafic maritime. Et ça, c'est des cartes un peu précises à l'échelle de la Guadeloupe. On a mesuré l'intensité, c'est-à-dire le nombre de kilomètres par kilomètre carré parcourus par les bateaux. Donc, les questions sur la vitesse moyenne et sur l'occupation, sur le temps de présence de bateaux, pour essayer de voir, sans rentrer trop dans les détails, en fonction des habitats sous-marins et du type de mammifères marins, quels sont effectivement le type de trafic qui est potentiellement le plus dérangeant ou le plus perturbateur pour les mammifères marins. On fait des analyses relativement fines à l'échelle du jour-nuit et évidemment en décompartiment et en faisant des analyses plus fines de la croisière, des ferries. Et là encore, hein, vous comprenez bien l'idée, c'est effectivement avoir des cartes et mieux comprendre ces interactions potentielles voulues ou pas entre les mammifères marins et le trafic maritime. Je vais vous donner pour finir quelques exemples un peu rapides. Je parle toujours très vite, mais je ne sais pas où j'en suis. Mais Christophe, vous saurez me ramener à l'ordre si je dépasse trop. Un très joli travail qui a été fait sur les pressions acoustiques, en fait, hein, potentiellement, et des études qui ont été faites par des collègues qui se posent la question sur les poissons vocaux. Et donc ça, c'est des photos en fait qu'ils ont réalisées sur des poissons vocaux donc aux Antilles, et avec une analyse de la diversité de ces poissons vocaux et puis la diversité des sons. Alors, je crois que j'ai les sons là, mais je crois que ça ne passe pas. On va essayer. Vous entendez quelque chose? Rien du tout? Un roucoulement? Pas de roucoulement? Non, je n'ai pas entendu le roucoulement. Ah, ça roucoule. Voilà, voilà. Et donc, ça, c'est différents sons. Et donc, du coup, on va effectivement prélever les poissons dans le milieu marin et faire une analyse effectivement de leur capacité de vocalise et puis les sons. Donc, c'est des analyses de biologie classique et d'analyse de la diversité des poissons. Voilà. Et, bon, je vais laisser passer. Voilà. Et donc, on comprend bien l'idée ici, c'est effectivement se servir, comme font beaucoup de laboratoires de par le monde, de la signature acoustique, et pour essayer de mieux comprendre effectivement quelles sont les signatures acoustiques du milieu, et avoir des indicateurs en fait à partir des signatures acoustiques de la qualité en fait et de l'état de santé des fonds marins. Et donc, ces différentes signatures acoustiques ont été faites sur différents endroits autour de la Guadeloupe, dans le petit cul-de-sac marin, le côté portuaire, de l'autre côté, qui est le côté une réserve marine. Et en fonction, effectivement, de pouvoir apprécier la qualité des récifs. Et on voit ça relativement bien sur les 4 graphes en bas. Je ne sais pas si le son sort bien. Ça, c'est un récif en bonne santé. Voilà, un récif dégradé, on va… Bon, vous n'entendez rien, c'est assez difficile, mais la Si, démonstration… j'ai bien entendu, moi, le récif en bonne santé. Ouais, en bonne santé, voilà. Et le récif dégradé, ben, effectivement, on entend moins. Évidemment, ben, le bruit des bateaux, ça fait un bruit de bateau. Ah. Je vais y arriver. Bon, c'est un bruit de bateau. Non, ça, c'est le récif en bonne santé. C'est pas grave. L'idée, c'est effectivement ben, voir le passage du bruit de bateau et quelles sont les conséquences globalement au niveau acoustique. Donc, en se basant sur ces données, Frédéric Bertucci, qui a fait ces analyses,
a pu profiter, on va dire, de l'expérience Covid pour regarder effectivement l'impact du bruit en fait hein, et de l'évolution du trafic maritime, du bruit donc sous-marin sur notamment l'activité des poissons. Et donc on voit sur les graphes en haut à gauche les deux types de graphes où dès que c'est gris, c'est la présence de bateaux en fait. D'accord? Donc il y a deux périodes en période Covid, une période donc après, enfin, c'est pas le Covid, c'est le confinement, pardon. Et donc, on voit effectivement que après le confinement, il y a évidemment un bruit, un passage, une intensité de trafic maritime beaucoup plus important. Ils ont regardé, ils ont pu apprécier effectivement l'évolution du son, en fait. Hein. Ils ont pu démontrer que le confinement entraînait une diminution de 6 décibels de l'intensité sonore au cours de la journée, à cause de la fréquentation évidemment des bateaux. Ça, c'est dans le chenal, hein, on est proche du grand port maritime. Mais ils n'ont pas observé pour effectivement de modifications importantes de la diminution globalement acoustique globale sur l'activité acoustique des poissons. Il y avait des études qui ont été faites sur des oiseaux, c'est assez différent. Là, globalement, s'il y a moins de bruit, les poissons ne parlent pas plus fort ou moins fort. Ils ont à peu près globalement le même type d'activité sonore et en termes non seulement de fréquence, mais aussi de période. En fait, on voit effectivement que l'activité sonore acoustique des poissons est entre le créneau 20h, 23h, là où il y a un pic sur les histogrammes que l'on voit sur la gauche. Et donc, ce n'est pas extrêmement modifié. Mais l'idée, c'est effectivement bien de comprendre l'écologie du territoire et l'écologie acoustique en étant effectivement un indicateur de qualité assez important. Hop. Si ça veut bien passer chez moi. Hop. Donc voilà, et là, je vais être un peu conceptuel avant de revenir sur quelques exemples qui sont plus de la biologie. Donc, c'était notre approche ou l'approche qu'on essaye de développer au sein de l'EHM, c'est prendre l'écosystème portuaire dans sa globalité, où on va regarder des notions de trafic maritime dont j'ai parlé, mais on va aussi essayer d'associer à ces données-là des données qui sont plus de l'ordre de santé globale et environnementale, des questions de contamination, je vais y revenir rapidement, et puis aussi des questions de biodiversité. Donc, le tout est compris comme voilà, un seul socio-écosystème, et on peut difficilement dissocier, enfin, pour nous, au moins selon nos approches, les évolutions portuaires avec les évolutions du socio-écosystème, notamment aussi en termes de pression sur la diversité. Ici, c'est juste pour donner, donc, les données que je vais vous montrer, il y a beaucoup moins de rapports avec le port hein, ou le transport en tant que tel, mais on est sur l'écologie marine du territoire et des jolies données d'observation qui ont été faites. Comme vous le savez tous, on parle beaucoup malheureusement de la Guadeloupe et de la Martinique pour des questions de contamination de la chlordécone, un pesticide qui avait été utilisé pour traiter contre le charançon, donc pour lutter contre la banane, qui est un polluant organique persistant. Et on voit donc sur ces cartes, en fait, donc en rose, clair et sombre, des zones de restriction ou d'interdiction totale de pêche. Et donc, à cause de la présence, effectivement, et de la détection de chlordécone, donc ce pesticide dans le milieu marin. Plus récemment, en faisant des analyses sur des carottes, entre guillemets, en retraçant l'histoire de la contamination, des collègues de Chambéry et de Grenoble ont pu montrer effectivement une coévolution entre la présence dans les sédiments de cette dite chlordécone et l'utilisation du glyphosate. Donc, là, ça montre bien effectivement que les usages, notamment agricoles, vont avoir des conséquences non négligeables et corrélées sur des possibilités de contamination de l'écosystème marin. Juste donner deux autres exemples. Je vais vous parler un petit peu de sargasse, parce que évidemment, le sargasse est aujourd'hui l'un des problèmes que l'on rencontre dans toute la région Caraïbe, et donc avec des dépôts relativement massifs. Ici, c'est un petit port, on voit ici à côté de port de Saint-Félix, à côté de Pointe-à-Pitre, qui est complètement submergé. Puis en bas, ce sont des photos en Martinique, où effectivement, il y a des activités de ramassage des sargasses. Je vais aller relativement rapidement, c'est juste pour resituer le contexte des sargasses.
Avant, elles étaient bien, elles étaient dans la mer des Sargasses, elles restaient là-haut avec les anguilles. Et aujourd'hui, elles circulent dans un courant nord-équatorial de recirculation qui est en bas. Et donc, elles vont avoir un mouvement constant, entre guillemets, entre les côtes africaines et l'ensemble de la région Caraïbes en passant à l'est du Brésil. C'est des quantités qui sont relativement importantes. Ça, c'est des images que j'ai empruntées à Wang et collaborateurs, un article publié en 2019 qui montre même moi l'évolution en fait de la quantité de sargasses et des images satellites basées sur la présence de chlorophylle, et on voit effectivement que l'année 2018 est une année particulièrement importante, une année la plus importante. Les estimations sont sur 2 millions de tonnes de sargasses présentes effectivement en 2018 dans l'océan Atlantique. Nous, on a travaillé ces sargasses et ce qu'on a voulu regarder, c'est des questions de contamination en fait, générale. C'est pour ça a des conséquences donc à l'échelle globale sur toutes les activités évidemment à l'intérieur des socio-écosystèmes de l'ensemble des régions Caraïbes. On a pu montrer notamment deux choses. La présence d'arsenic massif dans les sargasses. Et donc, ça pose des problèmes évidemment potentiellement amers, potentiellement dans les ports, mais aussi évidemment sur les plages, quand ces sargasses reviennent. Et une particularité évidemment qui est pour la chlordécone, ou les sargasses qui traversent des zones, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont des zones de restriction de pêche, elles vont ramener aussi la chlordécone qu'elles sont capables de pomper dans le milieu marin et qui va être évidemment ramenée sur le territoire. Et donc, on voit ici qu'il y a des problèmes de contamination globalement associés aux sargasses. Il y a des problèmes de volume de sargasses. Nous, on a regardé des questions de biodiversité associées aux sargasses, mais je ne vais pas revenir. Mais ça va aussi poser des questions, et c'est ce qu'on essaye d'aborder aujourd'hui, sur l'impact potentiel de ces échouements, et notamment sur les petits ports, évidemment sur l'activité des pêcheurs, mais aussi sur la qualité en fait, des ports et sur la physico-chimie donc des eaux portuaires. On voit ici à gauche, c'est le petit port de Saint-Félix en Guadeloupe, avec évidemment une activité complètement réduite, voire nulle, pour les pêcheurs. Et à droite, c'est une image que j'ai prise en Guadeloupe, en fait, et en surface, ce que l'on voit, c'est globalement des biofilms, notamment avec la présence importante de bactéries sulfato-réductrices. Et là encore, avec des conséquences pour, évidemment, potentiellement pour les bateaux, pour les machines, mais aussi pour les hommes, en fait, pour les pêcheurs qui travaillent dans ces socio-écosystèmes. Et donc, du coup, c'est effectivement comprendre ces liens entre ces évolutions et l'activité globale, en fait, sur les écosystèmes marins, qui est les questions que l'on pose. Et pour finir, enfin, c'était juste des petits points. C'est pour évidemment, vu que moi je suis plutôt microbiologiste au départ de formation, on fait aussi des analyses de la biodiversité. Les petits points, c'est partout où on a fait des prélèvements. L'idée, c'est de regarder quelles sont les microalgues, les bactéries présentes dans cet environnement. Est-ce que l'on peut trouver des niches écologiques, notamment est-ce qu'il y a certaines bactéries spécifiques, entre guillemets, des ports? Est-ce qu'on peut voir évidemment quels sont les transferts qu'il peut y avoir entre la ville, le port et les milieux environnants? Est-ce qu'on peut faire des analyses d'espèces pathogènes potentielles et puis éventuellement essayer d'apprécier le problème évidemment des espèces invasives à l'intérieur de ce territoire? Voilà, je voulais ici finir par remercier l'ensemble des collègues et j'ai oublié plein de noms. Alors, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, pardon à tous les autres. Il n'y a que cité que quelques exemples, mais c'est effectivement un travail qui est essentiellement le leur, qui implique différentes unités de recherche, évidemment aux Antilles et en métropole. Et l'idée, c'est effectivement comprendre ce que nous, on appelle ce socio-écosystème autour des évolutions du littoral à l'intérieur de ces évolutions portuaires en Guadeloupe. Voilà, c'était un peu brouillon peut-être, divers certes, mais j'espère que c'était à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie. Merci Christophe.